Il y a 3 ans aujourd'hui, le 17 novembre 2018, naissait le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement né suite à la hausse continue des carburants qui a mis sur les ronds-points des personnes venues de tous horizons. Retraités touchant des retraites de misère, smicards et précaires pour qui les fins de mois commencent bien avant le 30, petits patrons et artisans qui ne s'en sortaient pas. Un mouvement social sans précédent puisque sans encadrement syndical ou politique. Pourtant, 3 ans après, les carburants sont plus chers qu'à l'époque du lancement du mouvement, tandis que la situation des petits retraités et des salariés pauvres ne s'est pas améliorée. Comme le montre l'étude de l'Institut des politiques publiques, les mesures prises pendant le quinquennat ont amélioré de 1,59% le niveau de vie de toute la population, avec un effet très net sur les plus aisés. À l'inverse, elle a fait baisser celui des 5% les plus défavorisés. Pourtant, on voit mal aujourd'hui un nouveau mouvement des Gilets jaunes renaître. D'où notre grand débat. 3 ans après, le mouvement des Gilets jaunes a-t-il été un échec? Et vous êtes 46,5% à dire oui. Avec nous, Benjamin Cauchy, qu'on va qualifier de gilet jaune historique, puisqu'on avait fait des émissions dès novembre 2018 ensemble à Toulouse, puisque je le rappelle, les vraies voix sont allées sur les ronds-points à la rencontre des Gilets jaunes. 3 ans après, Benjamin Cauchy, quel regard avez-vous sur ce mouvement? À la fois, comment dirais-je, une certaine satisfaction d'avoir vu des Français, quelles que soient leurs convictions politiques, leur origine sociale, sortir sur les ronds-points le 17 novembre. Les Français du 17 novembre ont montré que le peuple français était capable de se réveiller et d'alerter l'opinion publique, d'alerter les pouvoirs publics, les députés un peu déconnectés, on en parlera j'espère, remplacer tous ces corps intermédiaires. Déconnectés, j'écoutais pas, excuse-moi. Voilà, la preuve en est, ça n'a rien à changer finalement. Et finalement aussi de remplacer ces corps intermédiaires qui avaient été squeezés par Emmanuel Macron, je pense notamment aux syndicats. Donc plutôt une grande fierté, une douleur aussi, parce qu'il y a eu des blessés, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui resteront mutilés à vie. Et puis... il y a même eu des morts, une femme à Marseille qui était chez elle. Et puis une certaine amertume. Puisqu'au bout de 3 ans, finalement, le pouvoir d'achat reste la préoccupation numéro 1 des Français. Ce n'est pas la prime d'activité de 100 € qui a changé la donne. On attendait des baisses de charges, on attendait de vivre dignement de notre travail. On nous emmerdait pas, pardonnez-moi l'expression, avec la Convention sur le climat ou les 30 km/h. On parlait bel et bien du gel d'une taxe sur le carburant. Donc ce mouvement a été, comment dirais-je, sali, détourné, stigmatisé. Mais l'essence originelle du mouvement, je pense qu'il est comme une braise. David Corcero, vous qui êtes député MoDem, est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez analysé ce mouvement il y a pile 3 ans aujourd'hui? Alors, oui, je m'en souviens parfaitement parce que quand on est déconnecté, on sort pas de chez soi. On reste chez soi. Faut pas toucher le micro, sinon ça fait beaucoup de bruit. on reste enfermé chez soi, puis on regarde rien. Vous voyez, moi, c'est cette image que je vais retenir, c'est qu'il y a deux côtés de voir la crise des Gilets jaunes. Vous avez un côté qu'on pourrait qualifier blanc, où je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur, de voir la France rassemblée qui demande des choses et je veux dire, vous aviez raison. Je dis pas quoi parce que quand je vois tout ce qui a été fait, que ce soit la hausse du SMIC, que ce soit la prime Macron derrière, que ce soit encore la fin de la hausse sur les CSG, c'était légitime, il n'y a pas de problème, je ne conteste pas. Mais de l'autre côté, je vois qu'il y a aussi des avancées démocratiques avec le grand débat qui a donné lieu à une grande ouverture, que ce soit la Convention citoyenne ou que ce soit encore des textes de loi qui viennent de la crise des Gilets jaunes, comme la Convention citoyenne, comme la réforme sur les institutions judiciaires et la prise de conscience sur le fait qu'il fallait faire autrement. Et après, il y a encore autre chose. La taxe GAFA, on la doit aussi aux Gilets jaunes. Moi, je pense qu'il y a eu des belles avancées. De l'autre côté, je retiens aussi les saccages, les insultes envers les élus, les pauvres commerçants. Je ne vais pas citer dans plein de villes qui ont été saccagées. Et donc, c'est assez paradoxal, je trouve, cette crise des Gilets jaunes. Elle a pu montrer des choses hyper positives comme des hyper négatifs. Oui. Benjamin Cauchy. Oui. Est-ce que vous avez entendu le 17 novembre 2018, monsieur le député, dans votre circonscription, quelqu'un réclamer une convention citoyenne? Avez-vous entendu quelqu'un sur Alors, un vous n'étiez pas député à l'époque. Vous étiez député suppléant. Exactement. Il n'était pas député. En tout cas, sans doute investi dans votre circonscription, vu que vous étiez suppléant. Je suis aussi un élu local, donc c'est voilà, pas un problème. Absolument. Donc, le 17 novembre 2018, c'était un ras-le-bol fiscal. D'accord? Quand vous dites que Emmanuel Macron a réalisé une augmentation du SMIC, c'est un mensonge. Il a réalisé une prime d'activité. Cette prime d'activité ne rentre pas dans la comptabilisation pour les points retraite, par exemple. Donc ce n'est pas une augmentation salariale, c'est de l'aumône. Et c'est certainement pas ce que souhaitaient les Français. Clairement, voilà. C'est un exemple concret pour vous montrer la réforme judiciaire. Personne sur les ronds-points parlait d'une réforme judiciaire. Réforme institutionnelle, sans doute. On attend toujours. Ça fait 2 ans. 2 ans et demi qu'on attend.
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un confinement, très bien. On admet effectivement que le ministère de la Santé a dû travailler beaucoup. Rassurez-vous, c'est pas notre faute. Hein. Non, mais évidemment. On est d'accord. Attendez, soyons sérieux. Là, parce qu'il y a aussi les fake news des Par Gilets jaunes. contre, attendez, il y avait une chose qui a été demandée, je pense, c'était par exemple la mise en place d'une dose de proportionnelle pour les élections qui n'a pas eu lieu. Mais nous, vous connaissez notre point de vue sur le modem. Non, mais il faut être très clair sur celui-là. Aujourd'hui, si c'est pas fait, il y a qu'un seul responsable, c'est le Sénat. Il faut être très clair. Là, on va être très clair. Les seuls responsables de la réforme constitutionnelle. Emmanuel Macron voulait pas non plus de la proportionnelle. Et sur la déconjugalisation de la hache, alors le responsable, c'est le Sénat ou c'est l'Assemblée nationale? Parce que ça, c'est une revendication originelle des Gilets jaunes. Alors, si on commence à tout déconjugaliser, ça veut dire que si on parle des revendications originelles, moi je viens, mais si on déconjugalise toutes les aides, c'est-à-dire que vous êtes prêt à payer pour un foyer fiscal 2 feuilles d'impôt. C'est ce que vous êtes en train de me dire là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne peut certainement pas permettre à un handicapé d'avoir moins parce que son mari ou sa femme gagne plus. C'est juste ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez vu le mouvement et comment vous le voyez a posteriori de 3 ans? Alors écoutez, moi, vous avez posé la question, cher Philippe, a-t-il été un échec, ce mouvement des Gilets jaunes? Moi, je dirais que ça n'a pas du tout été un échec, parce que ça a été un mouvement de prise de conscience collective, ça a été une alerte. Et aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été faites, mais insuffisamment par rapport aux enjeux qui avaient été exprimés, qui sont de nature démocratique. C'est toute une partie de la population qui ne se sent pas entendue, qui ne se sent pas écoutée. Quel que soit le talent du président de la République, c'est quand même lui qui a confisqué le grand débat par sa grande aisance. Il a réussi à un petit peu, on va dire, calmer le mouvement. Mais aujourd'hui, c'est une alerte, mais qui, comme vous le disiez très bien, le feu couve. C'est-à-dire que dans ce pays, pour moi, bien sûr, le feu couve parce que les enjeux, quels étaient les enjeux du mouvement des Gilets jaunes? Je le sais bien parce que j'ai eu l'occasion, en sortant d'une émission avec Hanouna, de rencontrer les Gilets jaunes. Oui. Je leur ai proposé, puisque c'est un petit peu ma formation, de se rassembler autour d'une table pour leur dire, vous exprimez des choses importantes, mais maintenant, il faut les mettre en musique, parce que sous la Ve République, si vous vous organisez pas, vous ne serez pas entendu et vous serez mort. Et vous savez ce qui s'est passé? Donc j'ai eu le tour de table, 9 sur 10, on dit ok, on est prêt à bosser ensemble pour essayer de structurer un petit peu le mouvement. 1 ou 2, pour pas dire les noms, ont refusé parce que c'était eux des jusqu'au boutistes en disant nous on veut la peau de Macron. Et à partir de ce moment-là où ces personnes très médiatiques ont décidé de s'aborder le mouvement, ça l'a sabordé, sauf que les problèmes demeurent. Benjamin Cauchy. Je partage votre analyse. Moi, j'ai le souvenir d'une réunion dès le 18 novembre 2018 au téléphone, en pleine nuit, avec des gens comme Ludowski, Drouet et compagnie, qui m'ont dit non, Benjamin, on ne s'organise pas, on ne se structure pas, puisqu'on veut être un mouvement impalpable. Je leur ai dit que c'était impossible parce que dans la Ve République, comme vous le dites, on a besoin d'avoir des interlocuteurs identifiés. Et si on veut éviter de tomber dans le piège de la violence que à la fois l'extrême gauche va tenter de faire et sur lequel va capitaliser le gouvernement pour salir le mouvement, structurons-nous de manière à être audibles et entendus. Nous avons été 8 à prendre notre courage à deux mains, entre guillemets. Nous sommes allés à la rencontre d'Édouard Philippe le vendredi 7 décembre. Il nous a écoutés avec attention. Je reconnais qu'Édouard Philippe, sur le coup, a été un véritable homme d'État. Ça fait du bien d'avoir eu au moins un Premier ministre correct durant cette législature. Et il nous a entendus. On a appelé à calmer la violence aussi, également, dès ce 7 décembre au soir. On n'a pas étendu parce que, comme vous le dites, il y a des justes-boutistes, des gens qui, comment dirais-je, ont eu le Facebook qui leur a cramé un petit peu les neurones, si je peux me permettre, et qui se sont embarqués dans une aventure virtuelle et ils ne maîtrisaient plus rien du tout. Ils ont manipulé des gens crédules sur les ronds-points, qui crevaient vraiment la faim et qui se sont fait avoir. Ouais, je veux juste dire un dernier truc. Honnêtement, Benjamin, pardon de vous interrompre, mais là, je vous entends, c'est pas la peine de recommencer les querelles intestines des Gilets jaunes. Mais on s'en fout. Si, parce que je veux dire, mais c'est son point de vue à lui. Les gens dont vous parlez n'ont pas du tout ce point de vue-là. Jérôme Rodriguez, il n'a pas non plus ce point de vue-là. Jérôme Rodriguez, le 17 novembre, vous me direz où il était. Je fais en parenthèse. Mais c'est pas. Voilà. Donc il y a eu des problèmes. Mais moi, je dis pas les choses. Je dis juste sur le plan vraiment de social de ce que ça a apporté. Moi, je crois que c'est pas du tout. Je suis comme Luc. Je crois qu'il n'y a aucun échec sur les Gilets jaunes. Je crois vraiment. Non. Ou David. Moi non plus. J'ai pas dit que c'était un échec. J'ai dit qu'il y avait une alerte. Je viens de dire, il n'y a aucun échec. Non, mais vous avez dit la même chose. Donc écoutez, on est d'accord. Pour moi, c'est pas un échec, c'est une alerte et le feu couvre. C'est plus que ça. C'est que ça dit quelque chose de notre société. Et d'ailleurs, vous savez, à l'Élysée, ils sont pas. Il y a rien qui a été. Je suis d'accord aussi avec Luc sur le rapt littéral, presque théâtral du grand débat, qui était épuisant. On a quand même, je pense que même sous Tito, on n'a pas osé. Même les chaînes d'infos. Pourtant, je bosse dans les chaînes d'infos. On mangeait du Macron 5 heures par jour.
C'était quoi? Simplement pour dire que Macron est doué. Donc il a réussi à s'en sortir. Et c'est très important parce que dans sa psyché, depuis, il pense qu'il s'en sortira toujours tout seul. Non, je voudrais terminer. Non, c'est pas si sûr que ça, justement. Parce que le problème, si vous voulez, aujourd'hui, parlons d'Emmanuel Macron, parlons de ces gilets jaunes, parlons de cette France qui se sent représentée sur rien. Eh bien, ce qu'il semble avoir gagné ne se retrouve absolument pas. Vous savez, il y a un gros problème pour Emmanuel Macron. On nous explique tous les jours que sa cote de popularité est extraordinaire, qu'il a enjambé la crise des gilets jaunes, mais la réalité, c'est quand vous regardez finement, cette supposée popularité ne se retrouve pas dans les intentions de vote. Et dans les intentions de vote, c'est extrêmement faible. 20-23. Eh bien ça dit aussi le résultat de ce quinquennat. Emmanuel Macron, il a été élu pour réconcilier les Français, c'était ça sa promesse, les émanciper, les réconcilier et faire un barrage contre l'extrême droite. Le nouveau monde. 5 ans après, c'est encore pire. C'est-à-dire, maintenant, toutes les vannes sont ouvertes sur l'extrême droite. La pauvreté s'est accrue, la misère sociale, l'incompréhension et la fracture territoriale avec les élus. Donc c'est un ratage total. Benjamin Cauchy, et on part au 0826 300 300. Le sujet fait beaucoup réagir. Un échec total, le quinquennat de Macron. Vous êtes d'accord avec Françoise Degois? Oui, effectivement, Emmanuel Macron est passé à côté du coche. Il est passé à côté du coche avec cette mesure et de façon vraiment non partisane. Moi, j'aurais espéré qu'Emmanuel Macron prenne ce sujet à bras-le-corps et puisse finalement réussir quelque chose dans ce quinquennat au regard de la situation sociale. Force est de constater qu'on a été capable de sortir des centaines de milliards par rapport à ce confinement. Et mais ça c'est bien. Non, mais laissez-moi finir. Lui donner le point. Et lorsque des millions... Non, mais monsieur le député me regarde avec des grands yeux. Pour on peut lui donner le point là-dessus. Et on entend régulièrement les gilets jaunes nous ont coûté 11 milliards d'euros. Sur ces 11 milliards d'euros, il y a eu 5 milliards de primes d'activité et quasiment 6 milliards de non-perception fiscale sur ce gel de la taxe carbone. Donc je voudrais juste montrer qu'il y a eu un poids, deux mesures. Et que lorsque des millions de Français crient au secours par rapport à un pouvoir d'achat qui est... enfin voilà, tout le monde le constate, combien ça coûte un caddie, eh bien, le gouvernement n'a pas été au rendez-vous. On part au 0826 300 300. Après, vous réagirez, David Corsiero. Direction la Gironde. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir les VV. Est-ce que pour vous, c'est un échec 3 ans après le mouvement des Gilets jaunes? Moi, je suis écœuré, Je suis écœuré. Pour moi, c'est pas un échec, c'est un gâchis. Ouais. C'est vraiment un gros gâchis. Macron a pourri le système. Il a joué le pourrissement en sachant très bien qu'ils n'étaient pas structurés. Donc à un moment ou à un autre, ça allait foutre la merde. Et il a vraiment joué la montre pour que le mouvement se discrédite de lui-même. Et puis puisqu'il y avait pas une tête, il y avait plusieurs têtes qui s'entendaient pas. Donc à un moment ou à un autre, c'était joué d'avance que ça allait être pourri. Et les phrases assassines qu'il a pu dire, ça franchement c'est ignoble. Frédéric, ignoble. Je voudrais vous poser une question. On va faire réagir tant Benjamin Cauchy que David Corsiero qui veut réagir, et les vraies voix, il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que, notre ami Benjamin Cauchy le disait il y a quelques minutes, ce qui a tué le mouvement, c'est qu'il ne s'est pas structuré. Est-ce que quelque part, trop de leaders qui ont eu leur quart d'heure de gloire, voire au lien, n'ont pas tué le mouvement? Frédéric. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On a eu pas mal de têtes. Alors des têtes qui ont été mises un petit peu en avant dans les médias. Donc les gens, à un moment, il y a eu et quand ils ont pris la parole, ça n'a pas plu à d'autres et ils se sont retrouvés les uns contre les autres. Après, en parallèle de ça, on a bien eu moi ce que j'ai vraiment trouvé ignoble aussi, c'est quand même la violence qui a été faite. Alors violence, c'est assez contrasté, hein. Mais tout ce que j'ai vu, c'est quand même des gens qui se sont retrouvés quand même mutilés. Et ça a fait peur à beaucoup de monde. Alors Frédéric, on va faire réagir Benjamin Cauchy. C'est vrai qu'il y a eu, je crois, 14 personnes éborgnées, il me semble, et plusieurs qui ont perdu un pied ou une main. On fait réagir Benjamin Cauchy et David Corsiero. Mais alors de façon très courte, bonsoir Frédéric. Effectivement... grand gâchis, comme dit Frédéric. Oui, c'était un grand gâchis, et je vous l'accorde, Frédéric. Il n'y a pas eu de porte-parole des Gilets jaunes, il y a eu des médias qui ont décidé d'avoir des têtes de gondole Gilets jaunes, dont je fais partie et que j'assume pleinement, sauf qu'aujourd'hui, 3 ans après, j'assume encore ce rôle pour les classes populaires. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Effectivement, c'était un gros gâchis, mais soyez rassurés, il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui œuvrent en France pour faire en sorte que ça bouge. Voilà. David Corsiero voulait réagir. Alors, je vais réagir très simplement. Moi, je veux juste faire... Il y a 2 paradoxes importants quand j'écoute... Monsieur, il y a un paradoxe, c'est la faute des médias, premièrement. J'ai pas dit que c'était la faute des médias, j'ai dit que les médias avaient choisi des porte-paroles, monsieur. Mais
Les médias ont choisi, mais quand ils choisissent à qui ils parlent. Après, c'est pas. Moi, je suis pas là pour défendre les médias. J'ai juste que je vous écoute et quand vous dites c'est la faute des médias. Mais je n'ai pas dit la faute des médias. C'est bien ça le problème. Ils ont choisi leur parole, c'est tout. Après, il y a un deuxième paradoxe que je trouve assez drôle, c'est qu'il n'y a pas de choses qui ont été faites. C'est ce qui a été dit. On n'a pas fait assez. Et par contre, de l'autre côté, on a trop fait pendant la crise. Mais c'est génial. Je trouve que c'est vraiment le plus beau paradoxe qu'on pouvait faire. Qui a sauvegardé l'emploi pendant la crise? Dites-moi bien. Emmanuel Macron. Qui a sauvé toutes les entreprises de la crise? Emmanuel Macron. Bruno Le Maire. Oui, Emmanuel Macron. Non, mais c'est le même. Oui, attendez. C'est le même. Je lui donne le point. Moi, je lui donne le point. Qui a pris les bonnes mesures pour que les écoles restent ouvertes? Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer, si vous voulez. C'est ça qui est un vrai paradoxe. Vous savez, moi, que vous aimiez pas le président, je l'entends, je le conçois. J'ai aucun problème avec ça, parce que vous aurez, en avril, l'occasion de vous exprimer dans une urne et de mettre le bulletin que vous souhaitez. Ça, c'est la meilleure réponse que vous avez. Je voudrais juste finir. Très court. Et après, c'est quand même drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand nous, sur le terrain, on rencontre beaucoup de personnes qui étaient sur la crise des Gilets jaunes. Ouais. C'est ce qu'ils nous disent? Merci. Vous savez, à aucun moment, pendant cette crise, il y a eu une main tendue, que ce soit de votre part, sur plein d'éléments qui ont été faits. Lesquels? Non, du concret, monsieur le député. À chaque fois qu'il y a eu des revendications, à chaque fois, c'était pas assez. Et ça, c'est vrai. Françoise Degois, je lui gratte très court et très court. En 10 secondes, pour moi, le naufrage, Françoise Degois, de régler des problèmes qui datent de 20 ans alors que nous sommes que là. Intéressez-vous aux autres. Ça, c'est votre attitude. Le naufrage démocratique, le naufrage de l'arrogance, absolument, l'arrogance d'Emmanuel Macron, l'arrogance de Christophe Castaner, tout ce qui s'est passé, de Benjamin Griveaux, on a tout oublié. C'est ça le désastre. Et n'imaginez pas que ça. On a oublié les commerces cassés, on a oublié tous les pauvres Français qui sont cramés leur voiture. Alors c'était Noël. On est d'accord là-dessus, monsieur le député. La violence était inadmissible. Eh ben alors, vous l'avez condamné. Jamais vous l'avez condamné. Bien sûr, vous êtes un menteur. Diffamation. Jamais vous l'avez condamné. Allez, vous je vous propose de se calmer un petit peu. Moi, j'invite mon avocat à écouter le replay. Vous venez de faire une belle diffamation. Je vous parle de vos responsables. Jamais l'on est. Ça y est, je n'ai pas dit vous. Je pense que la tragédie vient du fait suivant. C'est que Emmanuel Macron était porteur d'une espérance de nouveau monde. Tous autour de cette table, Françoise, comme moi, on connaît le milieu politique, il était sclérosé, il était bloqué. Emmanuel Macron a été élu avec cette espérance de changer ce système. Si toi tu as cru, moi, pas moi. Moi non plus. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que on le voit bien, il a été élu, il a eu l'occasion avec les Gilets jaunes de se mettre en contact avec la base de la France, et il l'a pas fait. Et c'est la tragédie, parce qu'il n'avait pas non plus les troupes autour pour le faire. On a dépassé le temps. Le mot de la fin. 10 secondes, Benjamin Cauchy. Écoutez, ça peut renaître, les gilets jaunes? Je ne sais pas si ça renaîtra sous la forme des ronds-points, je ne l'espère pas, parce que j'espère, comme vous, monsieur le député, que les commerces ne soient plus emmerdés, ne soient plus brisés. J'espère que les forces de l'ordre ne soient plus mobilisées pour ça. Donc j'espère activement que soit Emmanuel Macron se réveille, ou qu'il y ait un autre président ou une présidente, qu'importe, en avril, qui change la donne. Verdict sur Twitter. 3 ans après le mouvement des gilets jaunes, a-t-il été un échec? C'est très serré. Vous êtes 47,5% à dire oui. Vous aimez le rap, les vraies voix? Et ben on va aller à Montpellier voir un prof de français qui fait ça en version rap. Ah oui. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Alerte! Promo jouet! À la recherche d'un jouet ludique et éducatif? En ce moment chez Maxi Toys, pour un jouet VTech acheté, le second est à moitié prix. À moitié prix! N'attendez plus! Rendez-vous vite dans l'un de nos magasins ou sur maxitoys.com. Offre valable du 15 au 21 novembre inclus sur le moins cher des deux. Voir conditions en magasin ou sur maxitoys.com. Maxi Toys! Comment expliquer à quelqu'un qui ne sait pas nager ce que c'est que de flotter? Comment décririez-vous la saveur d'un plat étoilé? Marcher sur le sable mouillé ou les feux d'artifice? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Qui l'a vécu en a gardé la trace. Comunitat Valenciana, Méditerranée en live et en sécurité. Lorsque vous souffrez de diarrhée, c'est probablement le signe que votre microbiote intestinal est fragilisé. Ultra Levure probiotique, restaure votre microbiote intestinal. Votre microbiote est précieux. Prenez-en soin. Ultra Levure, médicament à base de Saccharomyces boulardii, est indiqué dans le traitement symptomatique d'appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Si les symptômes persistent plus de 2 jours, consultez votre médecin. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si le symptôme pour lequel vous envisagez de prendre ce médicament évoque une infection Covid-19, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Sud Radio H 102.
Sud Radio. Dites, comment je fais pour me sentir bien grâce à mon chauffage sans me prendre une grosse défaite niveau budget? Il y a la tactique gagnant-gagnant. Avec le service Mon Pilotage Gaz d'Engie, trouvez le meilleur arbitrage pour vous entre budget et confort. Renseignez-vous sur monpilotagegaz.engie.fr. J'agis avec Engie. Fonctionne avec un thermostat Netatmo. Service payant accessible sous conditions d'éligibilité aux clients Engie en offre de marché gaz naturel. Voir conditions sur monpilotagegaz.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Poltron et Sofa vous présente le Black Venerdy. Le Black Venerdy, c'est comme le Black Friday. En même temps que le Black Friday, avec tous les avantages du Black Friday, mais c'est 100% italien, comme tous nos canapés. En plus, pendant ce Black Venerdy, si vous venez nous voir habillés en noir, une remise supplémentaire de 10% vous attend. Alors, rendez-vous vite en magasin. Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà! Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. Black Venerdy, vendredi exceptionnel. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Bon, est-ce qu'on devrait faire de la pub sur Internet? Et les réseaux sociaux, j'y connais pas grand-chose. Quelqu'un a une idée? L'entreprise de Marion fabrique des snowboards, mais avec la nouvelle saison qui commence, elle a besoin d'experts en marketing pour surfer sur la tendance. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, vous pouvez publier une offre, communiquer avec les candidats et même faire vos entretiens d'embauche depuis une seule et même plateforme. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Luc Gras, Françoise Devoix, David Corsero et on prend la direction de Montpellier. Philippe Rossi, là-bas, un professeur utilise le rap pour enseigner le français à ses élèves. Et oui, pour que ces élèves puissent comprendre par exemple la différence qu'il y a entre mais, M-A-I-S et mais, M-E-T-S ou encore entre T et T, donc T-E-S et T-A-I-E, eh bien ce prof de français utilise le rap tout simplement. Plus que ça, c'est lui-même qui rappe. Écoutez d'ailleurs un de ses morceaux, ça s'appelle Orthorap. Des carences en grammaire, c'est pas une fatalité. Mes conseils, aucune plus, sois curieux, c'est pas une banalité. Y'a T-E-S, question, M-E-S, solution, M-E-S, voilà, Orthorap, donc rappé par ce professeur de français. En cours d'ailleurs, il donne comme devoir à ses élèves d'apprendre par cœur son morceau de rap. Ils sont ensuite évalués sur des textes à trous et ce prof de français rappeur est avec nous. Bonsoir Samuel Breuil. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous. Alors, c'est assez insolite, mais apparemment ça marche. Comment vous est venue l'idée de donner vos cours en rap? En fait, c'est une passion pour moi depuis mon adolescence que je menais à côté de mon métier. Et puis, j'ai surtout découvert un prof de Seine-Saint-Denis qui se fait appeler Great Teacher Isaba il y a 3 ans et qui a commencé à publier des vidéos de cours rappés mais pour les maths. Et donc je me suis dit d'accord, donc vous avez dit pourquoi pas faire ça avec le français. Et alors est-ce qu'avec votre méthode donc le rap, vos élèves ont progressé en français? Alors certains élèves oui, ceux qui s'emparent de la méthode et à qui ça convient, qui vont vraiment l'utiliser, donner du temps et de l'énergie pour que ça fonctionne. Sinon c'est pas une baguette magique non plus. Il y a des élèves pour qui ça ne fonctionne pas. Mais il y a des élèves, surtout ceux qui étaient bloqués dans leur scolarité par des handicaps comme la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, qui ont été très stigmatisés depuis le primaire des fois et qui me disent grâce à cette méthode, j'ai pu surmonter mes difficultés et y m'y remettre en fait. D'accord. La hiérarchie a toujours dit oui? Que ce soit la direction de votre collège, le rectorat, il n'y a eu aucun problème? Il n'y a eu aucun problème, au contraire, je suis soutenu par ma hiérarchie, puisque je suis dans un des internats d'excellence qui accueille des élèves, la moitié des élèves qu'on accueille ont des problèmes sociaux, familiaux ou scolaires assez importants. Donc en fait, on est considéré par le rectorat comme un peu un laboratoire de recherche innovante, et donc ça correspond bien à notre public en fait. Alors, le morceau qu'on a entendu, Orthorap, ça a été coécrit avec un rappeur montpelliérain qui s'appelle Don Abilio, qui d'ailleurs lui aussi donne des ateliers d'écriture à l'école. Et puis, vous avez fait un album avec toutes vos leçons en chansons. Voilà, comment peut-on se procurer cet album en 30 petites secondes? Il nous reste 30 secondes. Eh bien, vous pouvez me contacter sur mon réseau Instagram, prof.breuil, simplement. Donc, prof.breuil. Vachement bien. Et vous pouvez également l'écouter sur les plateformes, donc toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple, etc. et YouTube.
Évidemment, merci à vous Samuel Breuil. C'est vraiment formidable. Hein. Bravo, c'est intelligent de s'adapter comme ça au langage de la jeunesse. Bravo, félicitations. Bravo Samuel Breuil qui a joué. La prochaine fois, on fera les vraies voix en rap. Moi j'adorerais ça, ou en slam. Ou en slam si vous voulez. Te voilà, Philippe David, te voilà, avec ton petit crâne rasé. Françoise de Gouin est là, avec David Corsero. Non, mais ça c'est... Et du gras. Non, là c'est pas mal. Il faut mettre la vibe dedans. Yo, viens les écouter, les voix. On a perdu Françoise. Samuel Breuil, vous avez vu que là, vous avez des choristes. Merci beaucoup. Et bravo pour votre initiative. Bravo monsieur à vous. Dans quelques instants, nos vraies voix du jour, Gérald de Montpellier, Corinne de Chamonix, on va parler avec eux du mouvement des Gilets jaunes. 3 ans après, on va voir ce qu'ils en pensent avec les vraies voix. Merci à vous. Sud Radio.